Mai 1994. Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Ces images de Sud-Africains blancs et noirs réunis dans l'euphorie paraissent miraculeuses. L'Afrique du Sud, après plus de 3 siècles de colonisation et de politiques racistes qui ont fini par l'isoler du monde, fait son grand retour dans le concert des nations. Ce miracle, Nelson Mandela l'incarne à lui tout seul. Sa victoire le consacre en tant qu'icône mondiale et l'élève en symbole de paix et de liberté. Or, cette image réconciliatrice n'a pas toujours fait l'unanimité. Révolutionnaire, déterminé et radical, Mandela a longtemps été perçu comme une menace par les grandes puissances occidentales qui l'adultent aujourd'hui. Alors pourquoi cette image s'est-elle renversée et a-t-elle fini par s'imposer? Et comment Nelson Mandela lui-même, par ses coups d'éclat médiatiques et ses actes symboliques, a-t-il orchestré sa propre légende? Il y a eu de nombreux Mandela. Les médias ont choisi le leur, les mouvements politiques aussi, tout comme le monde entier. Avec Nelson Mandela, tout n'était pas spontané. Toutes ses attitudes étaient imprégnées du message politique qu'il voulait faire passer. Blanc, tu vas là. T'es pas blanc, tu vas là. T'es pas blanc, tu vas là. Donc c'est pour vous montrer la ségrégation. Qu'est-ce que ça fait d'être séparé? La politique d'apartheid est l'aboutissement d'une ségrégation raciale qui divise la société sud-africaine depuis l'arrivée des premiers colons européens au XVIIe siècle. Elle est le fruit d'une minorité blanche, les Afrikaners, les descendants des colons néerlandais qui se disputent avec les Britanniques les richesses du pays. L'arsenal de lois répressives que les nationalistes afrikaners mettent en place à leur arrivée au pouvoir en 1948 érige le racisme en religion d'État et étend la ségrégation dans tous les aspects de la vie quotidienne des Sud-Africains. Les Noirs, les Indiens et les Métis, soit près de 80% de la population, sont relégués dans des townships, ces ghettos à l'écart des villes. Cette idéologie représentait les Noirs comme des êtres rétrogrades, attardés, des paysans inadaptés à la ville. Every African over 16 years of age must carry this document on his person at all times. Its stamped pages regulate every detail of his life. He is subject to arrest and criminal proceedings if he cannot produce it on demand, or if any part of it is not in order. Les Noirs ne pouvaient venir travailler en ville qu'avec l'autorisation de l'État, qui les obligeait à porter leur passeport intérieur. Mais leur résidence devait être à la campagne. Et Mandela se confronte à tout cela. Porté par ses rêves de modernité, Nelson Mandela quitte au début des années 40 sa province rurale pour tenter sa chance à la ville. Celui qu'on surnomme déjà par son nom de clan, Madiba, fuit un mariage arrangé et un avenir tout tracé à la cour royale de sa tribu. Après des études de droit au sein de la seule université autorisée aux Noirs, il ouvre à Johannesburg le premier cabinet d'avocats noirs du pays avec son camarade Oliver Tambo. Charismatique et ambitieux, il cultive l'image d'un justicier à la fois dandy et combattant qui se veut l'égal des Blancs. Mandela s'assurait toujours d'être vu de la façon dont il voulait qu'on le voie. Voilà un homme noir, dans un pays d'hommes blancs,
qui, pour la première fois qu'il a de l'argent, va voir un tailleur blanc pour se faire un costume sur mesure. L'image qu'il renvoyait de lui-même montrait que les femmes et les hommes noirs faisaient partie de la ville, qu'ils étaient là pour y rester et pour contribuer pleinement à sa vie culturelle et politique. Engagé au sein du Congrès national africain, l'ANC, la plus ancienne organisation qui défend les droits des Noirs, Mandela se fait remarquer par son audace et son franc-parler. Il jure fidélité à ce mouvement qui, inspiré par les actions de Gandhi, résiste par la non-violence. Mais il le juge trop passif pour faire face au régime d'apartheid et fonde avec Oliver Tambo et Walter Sisulu la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Le trio multiplie les actions et organise en 1952 une première grande campagne de désobéissance civile dans tout le pays. C'est une révélation pour Mandela qui prend conscience de sa capacité à fédérer autour de lui. La campagne de défi au début des années 1950 est un tournant, car il s'adresse pour la première fois au peuple dans sa diversité. Non plus seulement aux membres de l'ANC, mais à d'autres membres de partis politiques et à d'autres communautés. Il a compris qu'il avait quelque chose en plus pour mobiliser les foules. C'est à travers cette interaction avec ces différents publics qu'il a compris le pouvoir qu'exerçait sa présence et son image. Le succès populaire de la campagne de défi, grâce auquel l'ANC passe de quelques milliers à plus de 100 000 adhérents, donne à l'organisation une nouvelle légitimité et la conviction que seul un front commun pourra faire chuter l'apartheid. Elle décide donc de s'allier avec l'autre grande force d'opposition, le Parti communiste sud-africain, essentiellement composé de blancs. Dans la charte de la liberté qu'ils rédigent ensemble, ils proclament une autre vision de l'Afrique du Sud, sans distinction de couleur ou de race, et font du slogan « Un homme, une voix » le chemin à suivre vers la démocratie. C'est un coup d'éclat pour l'ANC et un acte fondateur pour Mandela, qui fera désormais de cet idéal non racial et démocratique son cheval de bataille. Et cette déclaration a subjugué les foules. Elle a donné à chacun, quelle que soit sa couleur de peau, et même aux blancs, un sentiment d'appartenance. Cela a ouvert un espace qui a permis d'enraciner, de construire cette vision d'une Afrique du Sud non raciale. La charte de la liberté est perçue comme une déclaration de guerre par le gouvernement. Comme tous les signataires du manifeste, Mandela est arrêté et accusé d'appartenir à une organisation communiste qui complote contre l'État, une étiquette que le régime ne cessera de brandir pour diaboliser l'ANC durant toute la guerre froide. Cette alliance avec les communistes blancs divise jusqu'au sein de son propre camp. Certains militants revendiquent une Afrique du Sud exclusivement noire et font scission avec l'ANC. Attaqué à la fois par le pouvoir blanc et par ceux qui appellent à la domination noire, Mandela est déterminé à défendre l'idéal de l'ANC, dont il est désormais l'un des visages les plus populaires. L'idéal politique de Mandela qu'il réaffirme tout au long de sa carrière est celui de l'ANC des débuts, une société multiraciale et démocratique. En revanche, les moyens pour y parvenir, aux yeux de Mandela et de la Ligue de la jeunesse, sont des moyens beaucoup plus radicaux que ceux qui avaient prédominé jusque-là, c'est-à-dire à savoir ceux de la résistance passive. Demonstrations against the South African government's strict apartheid policies flare into shocking violence. At Sharpsville, an industrial township, thousands gather outside a police station. The crowd refused to disperse and began stoning the police, who opened fire into the crowd from behind a wire fence. In 2 days of demonstrations that began here, between 50 and 100 were killed and hundreds injured. Worldwide protests were raised, including a condemnation of the violence by the United States State Department. Le massacre de Sharpeville marque une rupture tragique. Pour la première fois,
le régime réprime ouvertement l'opposition dans le sang. Les 69 morts, pour la plupart abattus dans le dos, et les centaines de blessés alertent la communauté internationale. L'ANC est interdite, ses membres arrêtés ou contraints à l'exil. Ses dirigeants décident d'envoyer Oliver Tambo en Angleterre afin de poursuivre la lutte et demandent à Mandela d'entrer dans la clandestinité. Pour marquer ce basculement, Mandela fait pour la première fois appel aux médias. Les journalistes l'immortalisent en train de brûler son passeport, le symbole de l'apartheid et de la privation de liberté de son peuple. Il y a cette idée qui germe à partir des années 50 chez Mandela, que le combat politique contre l'apartheid n'est pas qu'un combat d'idées, mais c'est aussi un combat médiatique, c'est aussi un combat d'image, c'est aussi un combat symbolique. Et on sait très bien, par exemple, que la fameuse image de Mandela brûlant son son passeport, est une image fabriquée, enfin, est une image pas au sens truqué, mais une image qui a été convoquée. La communauté internationale salue la tradition non violente de l'ANC en récompensant son chef, Albert Luthuli, du prix Nobel de la paix. Mais aux yeux de Mandela, cette stratégie a prouvé ses limites. Pour faire passer son message, il décide de solliciter de lui-même les médias britanniques. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Les dirigeants de l'ANC l'ont critiqué et lui ont dit « Vous avez tort de faire cette déclaration. C'est votre point de vue, mais vous devez venir en discuter ici avant de faire une telle déclaration. » Et il a dit « J'accepte vos critiques. » Mais à ce moment-là, ses idées avaient tellement changé, il était tellement convaincu qu'il fallait passer à la lutte armée qu'il commençait à mettre la pression sur ses camarades, un par un, pour les convaincre. Mandela parvient à convaincre l'ANC d'abandonner la non-violence pour intensifier la lutte sur le plan militaire. L'avocat militant endosse un nouveau costume, celui du guerriero. Il crée Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, qui devient secrètement le bras armé de l'organisation et commet ses premiers sabotages. Il ne fait aucun doute que son projet de lutte armée allait prendre du temps et qu'il ne s'arrêterait pas seulement au sabotage, mais pouvait aller jusqu'à la guérilla. Et comme il l'a écrit lui-même, à l'action terroriste si la situation l'exigeait. La lutte armée allait-elle créer les conditions pour la libération ou au contraire embraser la violence? À cette époque, les idées gandhiennes et néo-gandhiennes disparaissaient des pages de l'histoire. Dans les années 1960, il y avait la Chine, la révolution cubaine, toutes sortes de guérillas héroïques, de mouvements armés aux quatre coins du monde. Guerrilla, armed movements happening all over the world. Afin de créer son armée, Mandela quitte clandestinement l'Afrique du Sud pour solliciter le soutien politique, militaire et financier d'éventuels alliés. À l'heure des indépendances et de la décolonisation, il parcourt un continent en pleine ébullition. Les Algériens du Front de Libération Nationale l'accueillent au Maroc et c'est dans l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié qu'il commence son entraînement militaire. Mais les chefs d'État africains doutent de l'ANC et de sa capacité à défendre la place des Noirs dans le pays. D'un côté, ils étaient d'accord avec lui, mais de l'autre, ils attendaient de voir. C'est comme ça qu'il a été reçu. Mais au lieu de se plaindre, Mandela en a fait sa force. Il s'est demandé comment changer l'image de notre lutte. Il faut que l'ANC soit perçue comme l'unique leader de l'opposition. Quelques jours après son retour en Afrique du Sud, en août 1962, Mandela est arrêté par la police alors qu'il tente de rejoindre ses chefs.
Ces 2 années de cavale ont transformé Mandela en un héros populaire, un rôle qu'il a soigneusement cultivé. Même dans la clandestinité, il cherchait la lumière et c'est sans doute pour cette raison qu'il a été capturé si rapidement. Pour être efficace en tant qu'agent secret, il faut être le plus invisible possible. Et je crois que pour Mandela, c'était trop difficile. Entre les murs de sa prison, Mandela se prépare à un nouveau coup d'éclat. Il sait que son procès sera très médiatisé et saisit cette opportunité pour incarner à lui seul l'image de l'ANC auprès des leaders africains qui doutent encore de l'organisation. À son premier procès, il choque tout le monde en portant le costume africain, les colliers africains, et fait cette déclaration. « Je suis un homme noir dans un tribunal d'hommes blancs. » Il sait qu'il va être déclaré coupable, mais ce qui compte pour lui, c'est d'être la source d'inspiration de son peuple. Plus tard, tous les responsables de la branche armée de l'ANC sont arrêtés à Rivonia, dans la banlieue de Johannesburg, lors d'un gigantesque coup de filet de la police. Cette fois, les autorités ont trouvé les preuves d'un plan visant à renverser l'État par la guérilla révolutionnaire. Les accusés, Mandela en tête, risquent désormais la peine de mort. Ce nouveau procès fait l'objet d'une médiatisation sans précédent en Afrique du Sud et jusqu'en Angleterre, où l'ANC en exil mobilise pour soutenir la cause des accusés. Dos au mur, Mandela entend faire de ce procès sa tribune la plus retentissante. À la surprise générale, il refuse l'interrogatoire et opte pour une déclaration unique qu'il adresse autant à son peuple qu'au monde entier. Son discours, dans lequel il fait totalement corps avec l'idéal qu'il défend pour l'Afrique du Sud, va marquer l'histoire et inspirer toute une nouvelle génération militante. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Mrs. Mandela, what are your feelings today after the life sentence passed on your husband? Well, I am slightly relieved. It could have been far worse than this. In fact, my people and I expected death sentences for all the accused. As a result of this life sentence on your husband and his friends, have you lost hope? I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Grâce à d'ultimes pressions internationales, Nelson Mandela échappe de justesse à la mort. Son coup d'éclat fait de lui le leader incontestable de l'ANC et c'est auréolé de la gloire du martyr qu'il rejoint le bagne de Robben Island. En l'enfermant à perpétuité avec ses camarades, le régime le condamne pourtant à une mort symbolique. Partout, il fait arrêter ceux qui osent publier son image ou prononcer son nom. Mais c'est justement l'absence de Mandela, invisible pendant plus de 27 ans, qui va permettre au mythe de s'élaborer. It was just
C'était impossible d'imaginer comment un gouvernement pouvait interdire l'image d'une personne ou la voix d'une personne. Mais en réalité, Mandela était le symbole de cette volonté de détruire l'humanité du peuple. Destroy the humanity. Because that was saying he doesn't exist. Cela revenait à dire qu'il n'existait pas, qu'il était insignifiant. Et la majorité des Sud-Africains étaient insignifiants pour le gouvernement. La majorité du peuple d'Afrique du Sud n'avait pas d'importance à leurs yeux. Seul importait le confort des Blancs et leur prospérité. L'Afrique du Sud prospère dans les années 60 et renvoie l'image d'un paradis blanc. Les grandes puissances se partagent ses richesses naturelles, ses diamants et son or, et soutiennent un régime devenu un allié de poids face au bloc soviétique. Au nom de la lutte contre le péril communiste, le monde occidental se détourne du sort de Mandela. Un certain nombre de gouvernements des pays occidentaux ont œuvré pour la défense du régime d'apartheid, et là on pourrait évoquer très très longuement la façon dont la France ou les États-Unis ont favorisé à certains moments le régime d'apartheid. Dans ce contexte de guerre froide, Nelson Mandela, il est plus simplement le leader nationaliste noir, il est aussi l'incarnation de l'autre camp, c'est-à-dire le camp du communisme, le camp... Bon. Cette idée s'est propagée de plus en plus dans les années 1970, très fortement amplifiée par l'arrivée de la droite en Europe et aux États-Unis, avec Thatcher et Reagan, et d'autres qui considéraient que c'était du terrorisme, et que Mandela était un terroriste. Contraint de prouver à la presse internationale que les prisonniers ne sont pas maltraités, le régime sud-africain n'autorise qu'à de très rares occasions la visite de journalistes à Robben Island. Mandela veut garder le contrôle de son image et ne souhaite pas être photographié en tant que prisonnier. Il accepte cependant de se mettre en scène aux côtés de Walter Sisulu pour montrer que l'ANC est toujours en action. Mais l'organisation est inaudible en Afrique du Sud. Seul Winnie Mandela, malgré l'acharnement du régime, parvient à lui rendre visite et maintient en vie le nom et l'idéal de son homme sur le terrain. As wife and as a political player, en tant qu'épouse et militante, elle est celle qui fait le lien entre l'ANC à l'étranger et les prisonniers de Robben Island. Et bien sûr, comme l'ANC en exil a désespérément besoin d'une figure charismatique pour rassembler ses forces, elle devient une sorte de leader de remplacement. She becomes a sort of replacement leader figure. Will there be one man, one vote? Certainly. That is inevitable. There will be a one man, one vote in this country, and there will be a majority government in this country. But that majority government will accommodate everybody. Led by? Mandela. Celle qui deviendra pour beaucoup la mère de la nation accueille à bras ouverts la relève, au début des années 70, d'une nouvelle génération militante déterminée à relancer la lutte. Cette jeunesse défile pacifiquement à Soweto contre une loi qui l'oblige à apprendre à l'école la langue des Afrikaners. Mais les émeutes tournent au massacre. La police ouvre le feu sans sommation sur les lycéens. La violence se répand dans les townships, comme une traînée de poudre, causant des centaines de morts. L'assassinat des jeunes de Soweto révèle à l'opinion publique internationale le vrai visage du régime d'apartheid. C'est un tournant majeur pour l'ANC. L'organisation, rejointe par des milliers de jeunes réprimés par le régime, renaît de ses cendres. Son président Oliver Tambo opte depuis Londres pour une nouvelle stratégie qui va renverser les rapports de force et changer le cours de la lutte.
Ce sont ces circonstances qui ont mené à la décision en 1978 de relancer la campagne internationale en l'associant totalement au nom de Mandela. The time has come for us to call upon the entire international community to devise new ways of bringing pressure upon the South African regime and its allies to secure the release of Nelson Mandela and all other political prisoners in South Africa. Oliver Tambo décide que ça ne doit plus être tous les prisonniers politiques, mais Nelson Mandela et les autres prisonniers politiques. Mandela savait que l'ANC allait l'utiliser comme ça. Ils ont demandé son accord et il l'a donné. Mandela était un rouage. Il faisait partie du plan. C'est l'ANC qui l'a mis sur un piédestal. Libérer Nelson Mandela. Ce slogan, qui va devenir le refrain de toute une génération antiraciste aux quatre coins du globe, émerge au début des années 80. Main dans la main avec l'ANC, le mouvement anti-apartheid engage peu à peu toutes les forces de la société civile dans cette croisade internationale. Son but ? Libérer Mandela et l'Afrique du Sud du joug de la politique d'apartheid. Deux objectifs qui se confondent en une seule image, celle du visage d'un inconnu qui devient en quelques années le prisonnier politique le plus célèbre du monde. De la célébration du leadership collectif de l'ANC, le mouvement de libération s'est concentré sur un seul individu. Et ça a eu un effet très positif, surtout en Occident, en créant ce genre d'icône. Ça a focalisé le discours sur les droits de l'homme plutôt que sur le pouvoir. Il y a quelque chose dans cette lutte des Noirs contre les Blancs et des Noirs qui prennent l'ascendant dans un pays considéré comme une démocratie occidentale qui attire et séduit. C'est une sorte de lutte anticoloniale, mais beaucoup plus moderne. Les artistes, les militants et tous ceux qui dans le monde rejoignent massivement la campagne pour sa libération métamorphosent l'image de Mandela. Leurs slogans et leurs œuvres la vident peu à peu de sa substance révolutionnaire pour l'ériger en icône des droits de l'homme, figure d'un combat universel que chacun peut se réapproprier. Le mythe prend corps. Personne ne savait à quoi Mandela ressemblait. Il avait bien sûr vieilli, mais personne ne savait comment. On l'imaginait à travers des portraits robots, comme dans les séries criminelles. Mais c'était alors un homme sans visage. Une sorte de fantôme. Ça l'a porté sur le devant de la scène. Et dans un sens, ça l'a protégé. Cela disait au régime d'apartheid, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec lui. Il est connu partout dans le monde entier vous regarde. It was at this medical center in Cape Town that the world caught what's said to be the first glimpse of Nelson Mandela in nearly a quarter of a century. And as journalists mobbed the lift waiting for him to appear, a camera trained on the hospital's security monitor captured what Mrs. Mandela confirms is the first picture of her husband in 24 years. Mandela, later identified by his wife as the dark figure on the left, was looking fit and obviously in command of his surroundings. His escort waited politely for him to enter the examination room.
Les médias qui se pressent pour tenter d'apercevoir enfin le visage de l'icône ignorent tout de ce qui se joue derrière le séjour de Mandela à l'hôpital. C'est en invoquant son état de santé fragile que le régime a justifié son transfert de Robben Island dans une autre prison. Dans le plus grand secret, y compris celui de ses camarades de l'ANC, Mandela décide d'accepter de négocier avec le régime d'apartheid. Lorsque Mandela engage des conversations, d'abord privées, avec différents dignitaires du régime d'apartheid, on peut en effet penser que le régime d'apartheid fait le pari qu'il est un homme fatigué, qu'il est un homme malade et qu'il est un homme moralement fragile avec lequel dont on pourra faire un pantin. Donc des doutes sur l'intégrité de Mandela circulent aussi bien du fait du régime d'apartheid que dans les rangs de l'ANC qui se demandent mais qu'est-il en train de faire ? Soumis à une pression internationale de plus en plus forte, le régime d'apartheid propose de le libérer s'il renonce à la lutte armée. Pour faire taire les doutes et les rumeurs qu'il accuse de trahir sa cause, Mandela décide de rendre publique sa réponse en misant sur la puissance de sa nouvelle aura. C'est sa propre fille, Zinzi, qui dévoile devant une foule électrisée son refus de sortir de prison. My father says, I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. Amanda! Quand Zinzi a parlé lors du grand rassemblement de Soweto, c'était la première fois que le monde entendait les mots de Mandela, même si ce n'était pas sa propre voix. C'était le signe pour les nouvelles générations qu'il existait vraiment, et que même s'il était plus âgé, il incarnait toujours cette soif de liberté. Même si les Thatcher et les Reagan ne nous soutenaient pas, on pouvait compter sur cette jeunesse pour bousculer l'ordre établi. C'est de cette façon que le mouvement a grandi, bien avant l'ère du numérique, mais à une époque où un concert pouvait être retransmis en direct dans le monde. Entraîné par les artistes les plus populaires des années 80, plus d'1 demi-milliard de téléspectateurs célèbrent l'anniversaire d'un homme que personne n'a vu ni entendu depuis près de 25 ans. Le succès gigantesque du concert de Wembley consacre le culte que la société civile voue désormais à Mandela. Et si certaines autorités politiques persistent encore à le considérer comme un paria, il devient de plus en plus difficile de fermer les yeux sur le régime d'apartheid. Cela a inversé le cours des choses et mis une énorme pression sur les gouvernements occidentaux qui ne voulaient toujours pas soutenir la lutte pour la libération. Délaissé par ses alliés occidentaux débarrassés de la menace communiste qui s'effondre avec la fin de la guerre froide en 1989, le régime sud-africain perd aussi le contrôle des townships. Le spectre d'une guerre civile épouvantable le contraint à adopter des réformes devenues inévitables. Négocier la sortie de l'apartheid avec Nelson Mandela devient pour le régime le seul moyen d'éviter de sombrer dans l'abîme. Celui qui était jusque-là considéré comme un dangereux terroriste est désormais salué comme l'homme providentiel. You join us at the Victor Verster prison where the excitement is running high. The helicopters circling above, the first cars coming out. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. That is the man who the world has been waiting to see. His first public appearance in nearly 3 decades. 72 years old.
walking strongly, step by step, further into freedom. His walk into freedom. Sa marche vers la liberté est un moment extrêmement chorégraphié, une superbe mise en scène. Il a lu les journaux, il a réfléchi à la façon dont son image a été véhiculée. Il prend la décision de marcher d'une manière assez vulnérable dans les bras de la foule et des médias internationaux. Les images de la libération de Nelson Mandela, marchant le poing levé vers son peuple, ont captivé le monde. Le combat vers une Afrique du Sud démocratique et réconciliée est loin d'être terminé. Mais la puissance du mythe qui entoure Mandela le place désormais en position de force. Et si l'homme que découvre la foule euphorique qui vient à sa rencontre semble affaibli par les années de prison, Mandela va capitaliser sur son image de libérateur pour négocier la fin de l'apartheid et imposer son idéal. Today, the majority of South Africans, black and white, recognize that apartheid has no future. Mandela's release was seen as a cathartic moment. La libération de Mandela a été perçue comme un moment cathartique, où le bien triompherait du mal. Comme si un miracle, quelque chose de métaphysique allait se passer. At that level, l'attente de la réconciliation était devenue presque mystique. Quelques semaines après sa libération, Mandela entreprend une tournée triomphale à travers le monde. Il remercie ses compagnons de lutte, comme Fidel Castro, et cherche à séduire les puissances occidentales pour qu'elles maintiennent la pression sur le régime d'apartheid. Accueilli en héros rédempteur par ceux qui peu de temps auparavant lui tournaient encore le dos, Mandela se sert habilement de sa nouvelle stature morale pour renverser son image. You now know who I am. I am a Yankee. Tant que Mandela ne commençait pas à parler comme Castro, les grandes puissances occidentales étaient satisfaites de la façon dont le processus de négociation se présentait. Et elles se sentaient totalement désarmées par rapport à son idée de réconciliation, parce que c'était quelque chose de nouveau. Cette posture de quelqu'un emprisonné pendant 27 ans, qui, après avoir subi l'apartheid, est prêt à humaniser un oppresseur raciste et appelle à la réconciliation, était incroyable. Cela a vraiment déconcerté même les plus grands cyniques de la planète. Loin de l'allégresse affichée à l'étranger, la volonté réconciliatrice de Mandela ne fait pas consensus en Afrique du Sud, où les lendemains de sa libération sont désenchantés. Au sein de son propre camp, attisé par le désir de revanche et miné par des luttes intestines, beaucoup espèrent une révolution armée. Au risque de passer pour un traître et de perdre le soutien de sa base, Mandela appelle à déposer les armes. My message to those of you involved in this battle
of brother against brother is this. Take your guns, your knives, and your pangas, and throw them into the sea. Il ne les a pas félicités pour leur résilience ou pour mener la guerre civile. Il leur a juste dit de jeter leurs armes à la mer. Cela a provoqué un énorme tollé. À ce moment-là, Mandela était vraiment difficile à cerner. Comment se réconcilier avec ceux qui nous tuaient hier encore? La réconciliation paraît d'autant plus impossible que la guerre civile qui ravage le pays n'oppose plus seulement les Noirs aux Blancs, mais tous contre tous. Frédéric de Klerk, qui dirige le gouvernement sud-africain, est accusé par Mandela d'instrumentaliser cette violence pour attiser la haine, comme à Boy Patong, où des extrémistes noirs assassinent des civils noirs avec la complicité des autorités. Face à cette escalade insupportable, Mandela brandit à nouveau son image de chef de guerre. We are men of peace, but when we are provoked, we can fight back. Mandela est venu nous voir et nous a dit « Camarades, j'en ai assez. Nous retournons combattre dans les tranchées. » Et beaucoup d'entre nous lui ont répondu « Non, 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 non. On ne retourne pas dans les tranchées. On continue le dialogue. » Jouait-il la carte de la sincérité ou celle de la malice? En 1992, les médias s'attaquent à Winnie Mandela, accusé d'être complice du meurtre d'un jeune militant qui aurait trahi la cause. Lancé dans la course au pouvoir, Nelson Mandela décide de rendre publique sa séparation avec celle qui lui fait désormais de l'ombre. L'image qu'elle renvoyait allait à l'encontre de ce que l'ANC voulait projeter autour de Mandela. Ses conseillers lui disaient depuis des mois qu'il fallait qu'il se sépare de Winnie, car elle était devenue nuisible à la marque Mandela. Alors que les négociations sont au point mort, l'assassinat de Chris Hani, l'ancien chef de la lutte armée devenu l'un des plus proches collaborateurs de Mandela, plonge le pays au bord du gouffre. La nouvelle embrase la jeunesse des townships qui vient de perdre l'une de ses idoles. Face au mutisme du pouvoir blanc, Mandela tente un coup de force et ordonne des funérailles nationales. En érigeant l'ancien combattant en martyr pour la paix, il construit sa stature présidentielle et met pour la première fois en scène l'unité symbolique de la nation. Il va transformer en quelque sorte la tragédie de l'assassinat de Chris Hani en célébration nationale d'hommage à un héros qui est un héros, dit-il, de tout le monde et pas simplement un héros de la jeunesse des townships ou un héros de l'ANC. Devant son poste de radio ou devant son poste de télévision, chacune ou chacun peut dire, là, à ce moment-là, je ressens la même émotion politique que tous les autres Sud-Africains, quelle que soit leur différence de couleur de peau, quelle que soit leur trajectoire politique, quelles que soient leurs adhésions religieuses, quelle que soit leur loyauté combattante. Ce coup d'éclat précipite la reprise des négociations. Mandela et de Klerk, récompensés par le prix Nobel de la paix en décembre 1993, parviennent à s'accorder sur un gouvernement d'unité nationale. Quelques mois plus tard, les élections non raciales peuvent enfin se tenir. Les images de ces interminables files d'attente où blancs et noirs se mélangent pour la première fois font le tour du monde et consacrent la résurrection du pays. Au prix de multiples compromis, Mandela est parvenu à éviter le bain de sang, mais il hérite à 76 ans d'une société profondément traumatisée qu'il faut réinventer. Il va désormais incarner de tout son être la nouvelle nation qu'il appelle de ses vœux.
Nelson Mandela nous a séduits dans les années 90 en nous faisant croire que les choses changeraient rapidement. Il a mis la puissance de son image au service d'un projet de réconciliation nationale à travers des gestes symboliques très forts, comme lors de la Coupe du Monde de rugby en 1995, quand il a porté le maillot de l'équipe nationale. Tout cela représentait l'Afrique du Sud dont il rêvait. Le triomphe de l'équipe nationale de rugby, un sport longtemps réservé aux Blancs sud-africains, est surtout celui de Mandela. En endossant ce maillot symbolique des années d'apartheid, il renvoie au monde l'image d'une nation unifiée à travers le sport. Les médias étaient charmés par la capacité de Mandela à réconcilier les irréconciliables, à ne pas séparer le yin et le yang, mais à les réunir, à inspirer confiance dans de nombreux domaines. Ils étaient charmés par sa manière de s'habiller, de se comporter, de résoudre les conflits, par sa façon d'être accessible à tous. Tout cela faisait partie de ce que la presse a appelé la magie de Madiba. Icône globale et glamour, le président Mandela projette un nouveau style de leadership. Entre l'homme d'État et la célébrité internationale, il incarne la success story d'une nation pacifiée et à nouveau attractive. L'histoire de Mandela devient le récit fondateur de l'Afrique du Sud, son autobiographie ayant valeur d'évangile et la prison de Robben Island de lieu de pèlerinage où Mandela ne cessera de se mettre en scène. Il savait très bien que son histoire était devenue un cri de ralliement pour le pays. Blancs, noirs, pauvres, riches, influents, anonymes, tous pouvaient s'approprier son histoire. Tout le monde pouvait aller à Robben Island, un site désormais classé au patrimoine mondial. Chacun pouvait se tenir devant cette porte ou cette grille et regarder à l'intérieur les couvertures, les assiettes en fer blanc et imaginer qu'ils étaient Mandela. Réconciliez-vous, embrassez-vous, serrez-vous la main, tout peut continuer comme avant. Non, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ce n'étaient pas les Blancs qui acceptaient les Noirs dans l'humanité. C'étaient les Noirs qui étaient assez généreux pour permettre aux Blancs de ne pas apparaître racistes, afin de reconstruire le pays ensemble. Et cela a tourné rapidement à l'échec. En dépit des efforts de Mandela pour bâtir et incarner la nation arc-en-ciel, le mythe masque d'un voile enchanteur la réalité fragile de la réconciliation. L'unité nationale affichée au début de sa présidence s'effrite rapidement et le gouvernement renonce à ses réformes les plus audacieuses. Mandela décide de ne pas se représenter et après 5 années à l'épreuve du pouvoir, les profondes blessures héritées de l'apartheid demeurent des plaies ouvertes. Finalement, on le juge de façon positive, car il ne s'est pas accroché au pouvoir. Il a commencé à devenir le Mandela humanitaire qui essaie désespérément de rapiécer tout ce qu'il n'a pas pu réaliser quand il était au pouvoir. Donc, il a pris de plus en plus de distance, mais la marque, elle, est restée. La marque Mandela prospère en Afrique du Sud. Les Sud-Africains s'accrochent encore à un mythe renforcé par l'absence de successeur à sa hauteur. Mais la nation arc-en-ciel, à laquelle tous ont voulu croire, est aujourd'hui gangrénée par la violence, les inégalités et la corruption. La trahison des héritiers de Mandela, qui ont maintenu l'ANC au pouvoir en brandissant le portrait du père de la nation, provoque désormais la colère des nouvelles générations
qui pourtant n'ont pas connu l'apartheid. Les traces de l'apartheid sont toujours très présentes aujourd'hui. Le fait que les Sud-Africains blancs soient toujours privilégiés dans les sphères du pouvoir, au détriment de la grande majorité des Noirs sud-africains qui est toujours aussi pauvre, est extrêmement perturbant. Cet échec est-il dû aux stratégies de l'ANC ou à la faiblesse d'un leader comme Nelson Mandela? Nous devons nous poser ces questions difficiles. Les funérailles de Mandela confirment à quel point le mythe qui tente à se fissurer aujourd'hui en Afrique du Sud demeure intouchable dans le monde. Au-delà de la mort, l'icône parvient encore à réunir les irréconciliables, à l'image de Barack Obama et de Raúl Castro, et à provoquer l'admiration de ses ennemis d'hier, qui perpétuent à leur tour ce mythe pour soulager leur conscience. It's tempting, I think, to remember Nelson Mandela as an icon, smiling and serene, detached from the tawdry affairs of lesser men. But Madiba himself strongly resisted such a lifeless portrait. Instead, Madiba insisted on sharing with us his doubts and his fears, his miscalculations, along with his victories. I am not a saint, he said, unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying.